Si on veut finir avant assez rapidement. Allez, c'est parti. Donc, on va attaquer le deuxième cours sur la deuxième partie sur la météo. Il y a des trucs qu'on sautera par moment parce que j'ai essayé de regarder un peu le programme et pas le programme. Et ce qu'on a dans les diapos, il y a une partie qui n'est pas au programme du tout. Donc, j'avancerai un peu vite. Je ferai des petits dessins de qualité au tableau et on se satisfera de ça. Ok ? Et au pire, quand on fera des annales, je réexpliquerai si jamais il y avait des trucs pas bien compris. Donc aujourd'hui on va parler surtout de humidité dans l'air, masse d'air, nuages et un peu des perturbations et des fronts. Et dernier cours sur la météo la semaine prochaine sur les phénomènes dangereux et l'information aéronautique. Comment on lit les infos météo, ça ce sera la semaine prochaine. Ok. Donc déjà on va parler des états de la matière. Est-ce que tu connais les différents états de la matière? Solide, Ouais, gazeux, solide, et liquide. gaz, liquide. Ça, c'est les trois principaux. En réalité, il en existe d'autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le plasma, le superfluide, le condensat de Bose-Einstein, des trucs comme ça. Bref, il en existe d'autres. Le plus célèbre, quatrième, ce serait le plasma. Ok. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que on a des passages d'un état à l'autre. D'accord. C'est quoi l'état le plus avec le le moins d'énergie, le moins d'entropie ou le plus d'entropie? Ici, on a un truc où toutes les molécules bougent un peu dans tous les sens. Ici, un tout petit peu moins. Et là, dans la matière, elles sont carrément bien organisées, bien rangées. Donc ici, on imagine bien que quand il va y avoir des changements d'état, soit la matière va récupérer de l'énergie, soit va en donner pour pouvoir changer d'état. En gros, ce qui se passe, c'est quand elle veut changer d'état, elle donne de l'énergie ou elle récupère de l'énergie pour pouvoir changer d'état. D'ailleurs, quand tu veux faire passer, par exemple, un glaçon en forme liquide, il faut le chauffer. Il faut donner de l'énergie à un solide pour qu'il passe en liquide. Ok. Ensuite, c'est quoi les états de passage de l'un à l'autre? Est-ce que tu connais le passage de solide vers liquide? Ça s'appelle de la fusion. Fusion. Ok. Bon, là c'était spécial DBZ hein, pour ceux qui connaissent. Comment ça s'appelle de liquide vers solide? Bah, la solidification. Solidification. Ok. De liquide vers gaz. Facile. Gazification. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais chauffer de l'eau? Ça se. Avec des pâtes. Condensation. Ça s'évapore. Évaporisation. Alors, évaporation ou vaporisation. Ok. Ouais. Bon. Vaporisation. Ensuite, de gaz vers liquide, liquéfaction. Ok. Alors, ça, solide vers gaz, c'est rare qu'on les voit, mais ça existe, d'accord. Est-ce que vous connaissez les mots là-bas? Solide vers gaz, c'est. Solide vers gaz, ouais. Solide vers gaz. La sublimation. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois. C'est simple, hein, pour passer direct de solide à gaz, il faut énormément d'énergie qu'on donne à la matière pour qu'elle passe instantanément de solide à gaz. Ouais, c'est genre avec l'acide. Non. Alors, je parle pas de réaction chimique, hein, je parle vraiment d'énergie pure. Moi, ça m'était arrivé une fois quand j'avais un produit qui brûle très bien. Je l'ai mis dans un pot en verre que j'ai fermé et que j'ai secoué. Je vous le dis, faites pas ça. Et en fait, heureusement, j'ai eu de la chance. Le produit dégageait tellement d'énergie que le verre, il n'a pas explosé en plein de morceaux. Il n'a pas fondu. Non, il s'est directement vaporisé en gaz, mais sans passer par l'état liquide, quoi. Voilà, donc coup de chance. Et de gaz vers solide, c'est ce qu'on appelle la condensation. Cela, on les voit moins. Ouais, alors la condensation, le problème, c'est que le vrai état de la condensation, c'est gaz vers solide. Sauf que souvent, quand on dit « Oh, j'ai de la condensation sur mes fenêtres », c'est quoi? C'est de gaz vers quel état? Vers liquide. Donc en fait, ici, la condensation, on peut aussi l'utiliser à la place de liquéfaction. On appellera ça, théoriquement, hein, de la condensation. On devrait préciser liquide. Et là, on devrait préciser de la condensation solide. Mais les trois quarts du temps, on dit juste condensation. Ok ? Voilà.
Voilà un peu pour les états. Donc là, tu vois, j'ai tout. Putain, ça rame à mort. Ok. Hop. Alors, par exemple, si je prends le mercure. Le mercure, si je prends les températures habituelles, hein, est-ce que tu sais à quel état il est à la température ambiante? Liquide. Il est à l'état liquide. C'est-à-dire qu'en fait, ici, donc là, il est à l'état liquide. Tu sais à quelle température il passe de l'état solide à l'état liquide? Donc sa température de fusion. C'est à peu près à moins 38, je ne sais plus combien je l'ai cherché, moins 38,84 degrés Celsius. C'est-à-dire que dès qu'on est plus chaud que moins 38, il fond, le mercure. En fait, c'est pour ça qu'à l'état normal, on le voit tout le temps en forme liquide. Ok? Maintenant, quand il passe de liquide à gaz, est-ce que tu aurais une idée? À peu près? Sa température d'ébullition? 80 degrés. Oh, beaucoup plus. C'est 356, voilà. Bon, c'est pas des températures à retenir, hein, ok? C'est juste pour donner un peu l'idée de le mercure. Voilà à quelle température il a sa fusion et sa nébulation. Heureusement, c'est pas lui qu'on utilise pour faire les carcasses d'avion, quoi. Ok? Le fer. Le fer classique. Est-ce que tu as une idée de sa température de fusion? 100. 1000 degrés. 1000. Un peu plus. 200. 1500. Alors, encore une fois, ça dépend. Quand on dit fer, c'est l'élément fer théorique, hein. En pratique, c'est toujours des alliages qu'on a. C'est un mélange de fer avec autre chose. Donc, c'est jamais pile poil ça. Mais 1500 degrés. Voilà. C'est pour ça que c'est dur de faire fondre du fer, hein. Ok. L'aluminium a une température de fusion beaucoup plus basse. Je crois que c'est dans les 800, un truc comme ça. Et là, pour l'ébullition, bon, si des fois tu avais un jour envie de faire bouillir du fer, 2800 degrés. Voilà. Ça va. Il faut une bonne forge. Est-ce que ça va l'idée? Ça. Bon, ça c'était juste pour le petit point. Donc ici, dans ce graphique-là, on voit bien les différents passages de l'un à l'autre. D'accord? Avec... Ah, j'ai oublié de te sortir les fiches résumées. Oh, je suis un couillon. Attends, je peux te les montrer. Je te prête les miennes si tu veux. Et comme ça, je te les donnerai... Météo, il doit y avoir... Nuages. Voilà, rien. Les changements d'état. Liquide, solide. Ok. Donc je te prête les miennes, je te les sortirai tout à l'heure si tu veux. Ok. Tu m'y fais penser avant de partir? D'accord. Ok. Bon, voilà un petit peu l'idée. C'est que plus je vais vouloir aller vers là, plus il va falloir qu'on fournisse de l'énergie pour passer vers d'autres états. Ok? Le plasma, c'est important de le savoir aussi? Non. Non. En fait, le plasma, ce qui se passe, c'est que c'est un état particulier de la matière. D'accord? Un des états particuliers. Nous, ce qu'on va rencontrer, c'est quoi, principalement? Le gaz. Ouais. Ouais. Un peu aussi le solide. Dans quel cas on a du solide? Quand il fait trop froid. Ouais. Ouais. C'est quoi quel élément de ta vie courante Là, dans l'aviation? Voilà. La grêle? La grêle. Voilà. La grêle, c'est du solide. Voilà. Ok. La neige, on est vers du solide. Ok. Voilà un petit peu l'idée. Bonjour Christian. Ok, alors attends, je marque juste les présents. Anakin, Christian, en distanciel, et Quentin, toujours en présentiel. Ok. Hop. Ok, très bien. Pas de souci, Christian. Ok. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc pour Christian qui vient d'arriver, il y a plusieurs états de la matière, solide, liquide, gazeux. Et ces états-là, il faut savoir qu'il y a des formules pour passer, enfin des noms du passage de liquide vers gaz, de liquide vers solide, etc. Et voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'air, il va y avoir des échanges d'énergie et ça va transformer des fois l'air humide. Il va se charger en eau et on va avoir apparition ensuite de gouttes, etc. etc. C'est ce qu'on va voir, la formation des nuages là.
dans cette partie-là. Donc on va parler de l'humidité relative de l'air. Alors l'humidité relative de l'air, qu'est-ce qu'on peut en dire? Hop, on la note HR, d'accord. Je crois que c'est 60%, quelque chose comme ça. En fait, ça dépend. Par exemple, si tu habites en Guadeloupe, l'humidité relative, tu vas être autour des 70-80. Ah, il pleut de l'eau chaude. Alors, il pleut de l'eau chaude, mais c'est pas ça. C'est même quand tu respires, tu as l'impression d'être dans une sorte de sauna tellement c'est chargé en humidité. Genre, tu essayes de laisser une serviette à sécher sur ton balcon, ça ne sèche pas parce que l'air est humide. Ça, c'est les effets tropicaux. Ouais, c'est ça. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Plus il fait chaud, plus la quantité d'eau qui peut être dissoute dans l'air est importante. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même quantité d'air, je peux avoir plus d'eau en pourcentage, en quantité dans l'air que quand il fait plus froid. Oui. Voilà. Ok? En gros, l'humidité relative, c'est la masse d'eau qu'il y a dans l'air. Donc la masse d'eau qui est dans l'air, hein, ok, divisé par la masse d'eau max possible dans l'air. Ok. Donc ça donne un peu un pourcentage de à combien de pourcents du maximum je suis. Si je dis 80%, ça veut dire que j'ai une certaine masse d'eau et je pourrais rajouter que 20% de plus pour que ça soit vraiment complètement saturé. Au revoir. Ok. Voilà. Quand on atteint 100%, donc ça c'est un mot important, on dit que l'air il est saturé en vapeur d'eau. On a atteint la saturation. Ok. À quel moment on a la saturation? Quand on est dans du brouillard, on est dans de la saturation. C'est-à-dire qu'on est dans la mer. Non, ça marche aussi. On n'est pas dans la mer, parce qu'on est dans un état gazeux quand même. Oui. Mais l'air est complètement saturé en eau. Ok. Et dans les nuages, c'est la même chose. Hein. C'est bon? Voilà. Donc, quand on est saturé, il se forme des nuages et du brouillard selon les conditions. L'humidité, ça se mesure, ça là, avec un appareil spécifique qu'on appelle un hygromètre. Un hygromètre, j'ai mis une photo, ça ressemble à ça. Ok. Dans quel cas de la vie courante c'est important l'hygrométrie? Si vous avez des bouteilles de vin ou des cigares, c'est important de mesurer et de garder la même quantité d'humidité pour pas que vos cigares et vos bouteilles de vin s'abîment. D'accord? Voilà. Donc ça se mesure avec un hygromètre ou avec un psychromètre. J'ai pas mis de photo ici. Le psychromètre, il fait quoi? En fait, le psychromètre, il a deux endroits comme ça. Hop. D'accord? Et c'est deux thermomètres. Donc là, ça mesure une première température. Là, ça mesure une deuxième température. Ok? Et il y a un des endroits en fait où on a mis une pastille humide. Hop. Ça, c'est une pastille humide. Et en fait, là, c'est à l'air, c'est relié à l'air ambiant. Hein. Ok? Et ça permet de mesurer la température de notre air en fonction de son hygrométrie. Et la différence entre les deux nous donne le taux d'humidité dans l'air. Voilà, c'est par une mesure de température qu'on a le taux d'humidité dans l'air, dans ce cas-là. Voilà, il faut une comparaison de l'un par rapport à l'autre. Bref, je ne rentre pas plus dans les détails, ça permet juste de savoir que ça fait ça. Ok. Voilà. Bon, c'est une parenthèse ça. Il faut juste retenir que si on atteint 100% de saturation, on va avoir des nuages et on va avoir de l'humidité. Je vérifie juste s'il m'a dit des trucs. Non, c'est bon. Ok. Saturation de l'air humide. Ok. Alors, pour la même quantité de vapeur d'eau, l'humidité relative, le HR, dépend de la température. D'accord? Alors, on avait dit quoi tout à l'heure? Qu'on peut stocker plus d'eau quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc, ça, quand il fait froid, la masse d'eau max possible, elle diminue. Mais, comme ça bouge, alors que ça va pas bouger. En pourcentage, HR, il a... Et non, augmenté. Regarde, si là j'avais 80%, et que là j'ai plus que 80, ça fait 80 sur 80, ça fait 100%. Ok? Donc ça c'est une des possibilités, c'est que quand il fait plus froid, ça augmente l'humidité relative.
Parce qu'en fait, l'air peut stocker moins d'eau, et donc le peu qu'il a déjà stocké, en proportion, ça devient quasiment le vase entier, quoi. Ouais. C'est toujours pareil, c'est si j'ai un vase et que je diminue la taille du vase, ben à un moment je suis à 100% du vase. Voilà, ben, c'est ce qui se passe en fait. C'est pour ça que quand il fait froid, on a plus facilement du brouillard que quand il fait chaud. Voilà, ok. Donc ça c'est une des possibilités. Soit ça peut se stocker, soit on rajoute de l'eau dans l'air. Par exemple, quand ça passe au-dessus d'un petit lac, il y a beaucoup plus d'eau par évaporation. Et donc du coup, j'arrive dans une seconde. Il y a beaucoup plus d'eau et donc ça pourrait augmenter ça. Soit, s'il fait plus froid, ça augmente l'humidité relative. Oui. J'allais dire, donc en été, en fait, il y a pareil l'humidité, c'est que on le voit moins. Et ouais, on le voit pas pourquoi, parce qu'en fait, la quantité d'eau dans l'air est plus importante, mais comme on peut en stocker encore plus, en proportion, on n'arrive pas à 100%. Hier matin, quand je suis allé à Toulouse, je suis passé sur plein de petites routes le matin, hein, et au-dessus de petites mares ou de petits lacs, j'avais des petites couches de brouillard comme ça, très jolies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la température, elle n'a pas changé par rapport au champ. Mais quand on est au-dessus d'une mare d'eau, ça augmente ça. Ça n'a pas bougé, mais ça, c'est augmenté. Donc, on peut atteindre les 100% et avoir un petit nuage. Enfin, ou du brouillard dans ce cas-là. Voilà. Ça va l'idée à peu près ? Donc, deux possibilités pour avoir du brouillard. Soit on augmente la masse d'eau qui s'évapore et qui vient se stocker dans l'air. Soit la température descend. Et quand la température descend, ça descend. Mais du coup, la fraction augmente. Ok ? Si je divise par quelque chose de moins grand, la fraction augmente. Ça va l'idée ? Voilà. Pour quand la température diminue, donc ça, le froid, c'est la température diminue. Hein, ok. Quand la température diminue, il y a deux températures pour lesquelles on peut avoir la saturation. La première, donc quand la température diminue, on va avoir deux possibilités. Si on est à pression constante, on va appeler ça la température de rosée. Ok. Température de rosée, est-ce que tu sais ce que c'est la rosée ? Oui, c'est la rosée du matin. La rosée du matin, effectivement. Ouais. Est-ce que j'ai mis une photo ? Oui, j'ai mis une petite photo ici. C'est les petites gouttelettes qui se forment sur les plantes. Ok. Donc ça c'est la rosée du matin. Ok. En gros, c'est quoi qui se passe ? On est à une pression constante. La température diminue. Et à un moment, la quantité d'eau max stockable dans l'air, on est arrivé pile poil à ce qu'on a déjà. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des gouttes sur tous les petits trucs que ça touche. Voilà. On est arrivé à 100% de saturation. Et un peu plus. Et dans ce cas-là, en fait, non, le système va rester à s'équilibrer. Parce que si ça dépassait, qu'est-ce qui se passerait ? L'eau forme des gouttes. Donc en fait, en permanence, dans ce cas-là, ça reste à 100% en fait. Mais c'est pas ce que ça fait du coup, former des gouttes. Si, ça forme des gouttes, ouais. Mais si ça devait... En fait, c'est toujours pareil. Regarde, si je prends un vase et que je devais dépasser, le vase, il se revide. Le fait que ça se vide, c'est les gouttes qui se forment sur les éléments. Ça vient vider l'air, entre guillemets, d'une partie de son... Mais ça le vide que pour rester à 100% en fait. Ça reste à 100% et tout ce qui dépasse vient se stocker ailleurs. Avec des gros schémas vus de loin. Hein. Ok ? Deuxième possibilité. Si en fait la température était constante, d'accord ? À un peu de choses près, hein, mais que c'est la pression qui diminue. Par exemple, quand je monte dans les Alpes ou comme ça, quand la pression diminue, imagine, ça fait ça. D'accord ? Vu de loin. Et bien quand la pression diminue, ça refroidit et du coup, ça va avoir tendance à faire de la condensation. Ça va l'idée ? Donc ça c'est celui qu'on voit le plus souvent. Donc si P diminue, c'est ce qu'on appellera la température de condensation. En fait, la température va diminuer jusqu'à un certain point qui sera la température de condensation. Ok ? Ça va à peu près ? J'arrive. Ok. Ce qu'il faut retenir pour vous, hein, c'est les grands concepts. Quand la température diminue, l'humidité relative augmente parce qu'on ne peut pas stocker autant d'eau que ce qu'on aimerait. Voilà. Donc en proportion, il y a l'eau qui est déjà dans l'air augmente en proportion. Voilà. C'est juste ça qu'il faut retenir. Alors,
lorsque l'air monte, il subit ce qu'on appelle une détente adiabatique. Alors, adiabatique, ça veut dire quoi? Qui échange pas de chaleur. En gros, il n'est pas en train de chauffer autour de lui. Bon, ça paraît logique, mais c'est pas si logique que ça quand on est physicien. C'est un truc qu'on doit dire. Si l'air n'est pas saturé, ça c'est un truc qu'on avait déjà vu un petit peu, ça diminue à peu près de 1 degré tous les 100 mètres. D'accord? Donc quand l'air n'est pas saturé, on est à peu près à 1 degré tous les 100 mètres. Voilà. Ok. Si par contre ça atteint le point de condensation, bah, y a des petites gouttelettes qui apparaissent dans l'air et c'est un nuage qui se forme. Donc ça va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à ce que on atteigne une certaine température. Et cette température-là, ce sera la température de condensation. Monsieur, tu viens envoyer J'ai vu. les rangs pour remplir nos cases, les cases pour les adultes. C'est pour quand? Vous avez le temps parce que C'est pour quand? le 14, parce que je n'ai pas postulé à la robotique. J'ai vu un peu le programme, mais c'est pas mal. Ok. Faut que tu me le rappelles. Tu m'as pas mis la date, il faudra que je te le fasse. Ok. Merci, au revoir. Voilà. Donc lorsqu'il y a de la condensation, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle était dans l'air, d'accord? Et au moment où elle va venir se condenser, donc elle passe de gaz à liquide. Je ne sais pas si tu te souviens sur le schéma de tout à l'heure, le gaz était, par rapport au liquide, en dessous. Oui. Ok. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau, pour passer de gaz à liquide, elle va donner de la chaleur. En fait, elle perd de la chaleur. Et elle donne la chaleur à qui? Bah, à l'air autour. Et du coup, dans ce cas-là, quand on a de l'air qui est humide, tu vois que la température, comme l'eau réchauffe l'air, quand on monte en température, il va descendre moins vite en température vu qu'il y a de l'eau qui donne de la chaleur petit à petit. Donc au lieu de perdre 1 degré tous les 100 mètres, on perdra que 0,6 degrés tous les 100 mètres. Voilà, parce qu'il y a l'eau qui participe à réchauffer un petit peu l'ambiance, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est cette idée-là de, en air sec, on est à 1 degré tous les 100 mètres et en air humide, on est à 0,6. Voilà ce qu'il faut retenir. Ok, donc ça, il faut le noter quelque part. Hein. Donc air sec, c'est 1 degré Celsius par 100 mètres de haut. Et en air humide, c'est 0,6 degrés Celsius par 100 mètres. Voilà ce qu'il faut retenir. Ça va? Ça va. Bon. Je sais que les concepts sont pas toujours compliqués, pas toujours évidents. J'essaie juste de donner l'explication pour que vous compreniez. Et après, je vous dis ce qu'il faut retenir de manière simple. Ça, c'est plutôt simple comparé à ce que j'ai vu avant. C'est vrai que des fois, il y avait des trucs un peu sympas. Hein. Alors. Et puis après, moi, le problème, c'est que je m'appuie sur des slides qui sont pas toujours au niveau attendu. Donc, cette année, j'essaye de faire au mieux pour suivre à peu près, mais voilà. Alors, quand j'ai une particule d'air qui est au sol, là, d'accord? Elle est là, ma petite particule. Qu'est-ce qui se passe quand elle est au sol? Bah, le sol, il va être chaud, ok? Donc, la particule, elle s'échauffe. Quand elle s'échauffe, sa masse volumique diminue. Ça veut dire quoi? On peut imaginer, c'est la masse pour un certain volume. Donc, ça revient à dire que, en gros, entre guillemets, elle grossit. C'est-à-dire que la même masse, elle est dans un volume plus gros. Ok? Et dans le gros, jusqu'à ce... Alors en fait, en vrai, elle change pas de taille. En vrai, elle change pas de taille, elle change de masse volumique. C'est-à-dire que pour le même volume, elle pèse moins lourd. Entre gros guillemets, hein, d'accord? Si elle pèse moins lourd, qu'est-ce qui se passe? Elle a tendance à faire quoi si elle pèse moins lourd que l'air autour d'elle? Partir vers le haut. Eh ben ouais, elle part vers le haut. En comparaison, hein, une masse qui pèse moins lourd qu'une autre, ben, la plus lourde des deux, la plus légère des deux s'en va vers le haut. Donc là ici, qu'est-ce qui se passe quand elle monte? Donc là elle était à une certaine température. Mais quand elle va monter, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va perdre en pression et perdre en température. Donc elle va venir se refroidir. Jusqu'à un endroit où elle va être à la même température que ses potes autour, quoi. Voilà un petit peu l'idée. Ok? Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que si elle arrive à être à l'équilibre avec les autres, hop, elle s'arrête.
Salut, je suis comme vous, je reste chez vous, et impeccable. Si sa température devient plus petite que l'air ambiant, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire qu'en gros, elle est redevenue plus lourde, elle redescend. Et si par contre, elle avait encore beaucoup trop, et que, en fait, elle n'a pas encore arrivé comme les autres, qu'est-ce qui va se passer? Elle risquerait de monter. Ok? En fait, ici, c'est ce qu'on appelle une atmosphère stable. Stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes particules, elles arrivent à un état d'équilibre, elles redescendent, elles remontent, elles redescendent, tranquille. C'est stable. Tu vois, ça fait un petit chemin, mais tout le monde travaille en gros dans les mêmes conditions, quoi. Quand j'ai des particules, donc là c'est une atmosphère stable. Quand j'ai des particules qui commencent à avoir beaucoup trop d'énergie et qui n'arrivent pas à s'équilibrer avec le reste, ah merde, j'y reviendrai après, pardon. Il peut y avoir des atmosphères instables. Ça, c'est si ma particule elle a trop d'énergie et même quand elle arrive à la température des autres, il lui reste encore plein de trucs et elle s'en va. Okay, et là, on est en atmosphère instable. Parce que ça va pas être un remplacement. Là, ici, ça fait un joli petit cycle très mignon. Et là, ça fait des trucs qui partent vraiment dans tous les sens. Dans les atmosphères stables, il y a quand même des endroits où c'est intéressant. Ici, les atmosphères stables, c'est par exemple ce qu'on appelle les couches isothermes. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Isotherme. Ils sont toujours à la même température. Bien joué. Iso, ça veut dire égal, terme, température. Une couche isotherme, c'est quoi? Une couche isotherme, c'est j'étais à 20 degrés, je monte à 19 degrés, je monte à 18 degrés. Et en fait, ici, il y a une couche où ça reste à 18 degrés, pour plein de raisons, hein, et ça ne reprendra à redescendre qu'après. Ici, on a une couche, hop, où la température elle est quasiment constante partout. On a une couche d'isothermie. Voilà, ok? Les couches d'inversion. Alors ça, c'est très joli, les couches d'inversion, c'est trop stylé, parce qu'il se passe un truc magique. Et je vais faire un petit dessin. Ici, une couche d'inversion, c'est que j'étais à 20, je monte, ça fait 19, 18, etc. Ouais. Comme vous avez dit avec Centrale, avec... Ouais, il y a ça, exactement. Couche d'inversion, alors qu'une couche d'inversion, effectivement, tu te souviens de mon super dessin de qualité qui tue tout. J'arrive à 18, et pour des raisons météorologiques complexes, ok, j'y rentre pas pour l'instant, au lieu que ça continue à descendre, ça se remet à monter. Ok? Et là, le truc, c'est que la particule qui arrive là, ces particules ont tendance à pousser comme ça. Et ces particules ont tendance à pousser comme ça. Donc là, ça fait une couche qui va bloquer, en gros, certains trucs. Le dessin que j'avais fait la dernière fois, c'était quoi? C'est qu'on avait une usine en bas, hop, et la fumée monte, l'eau en suspension hein, monte, et au lieu de continuer à monter, ça va faire un gros plafond comme ça. Toute la fumée va s'arrêter comme ça sur la couche d'inversion. Ok? Ça fait vraiment des grands tapis. On a l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui est arrivé, qui a tout coupé au couteau, tellement c'est plat, quoi. Et ce qu'on voit, c'est vraiment la couche d'inversion qui est là. Ok? Voilà. Mais bien joué, c'était bien ça. Lorsque, ici on disait, si jamais ça dépasse, si ça reste encore inférieur, ça continue à monter, et là on est dans une atmosphère instable. Ok? Voilà. Donc, stabilité, ça monte et ça redescend dans la courbe, par exemple dans la couche de blocage. Instabilité, ça monte et ça monte. Ça s'arrête jamais de monter en gros. Voilà. Ok. Voilà. Hop, oui. C'est une question, mais est-ce que l'eau peut arriver du ciel, enfin de l'espace quoi? Alors, dans l'espace, il y a quoi? Il n'y a rien. Voilà. Est-ce que ça peut arriver quand même? Dans l'espace, il n'y a rien. Alors, ou en tout cas, il y a très peu de choses. Ok? Et ce qui se passe, c'est que notre atmosphère nous protège de ce rien finalement. Voilà. Bon, il se passe plein de choses en vrai, hein, pas loin entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Mais non, on n'a pas d'eau qui vient de l'espace. Voilà. Non, non, non. On a des fois des météorites, mais pas d'eau. Non, non. C'est une particularité d'ailleurs de la Terre qui nous permet de vivre. Hein. L'eau. Qu'est-ce que je disais? Voilà.
Bon, ça, ils l'ont déjà dit, c'est pas grave, ok. On va voir un peu après qu'il existe deux types. Donc, quand il y a des nuages qui se créent comme ça, là, de manière très très longue, comme ça, c'est les cumulocongestus et les cumulonimbus. C'est eux qui nous font les nuages d'orage, en fait. Ces deux types de nuages-là. Et là, on dit qu'il y a instabilité absolue, mais on s'arrêtera là pour ça. Ok. Donc ça, c'est un cumulocongestus. Tu vois que ça fait une sorte de grosse patate vers le haut qui monte. Et cumulonimbus, c'est vraiment un truc qui monte. Ça monte. Hein. Un cumulonimbus, c'est très reconnaissable. On va avoir quelques photos après. Ok. Voilà. Là, je sais pas, certains nuages sont gris ou pas, C'est pas les mêmes types de nuages. C'est lié à plusieurs choses. Donc la question, c'était de savoir pourquoi il y en a certains qui sont gris ou pas. En fait, ils sont pas tous de la même épaisseur. Et ils sont pas tous de la même, comment on va dire, opacité. Opacité, c'est, sont pas tous aussi transparents. Et il y a certains nuages, certains types de nuages, on va les voir tout à l'heure, hein, qui sont très fins. Donc globalement, ils ont l'air très blancs, très transparents, quoi. Et t'en as d'autres comme en fait, ils sont très longs. Bah, en fait, vu d'en dessous, il n'y a plus aucune lumière qui vient d'au-dessus. Et donc, tu as l'impression qu'ils sont très sombres. Mais c'est juste une histoire de à quel point on a finalement des gros nuages très gros, très longs, très. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais. Ok, bon, très bien. Voilà. Donc, ça, je saute un peu tout ce texte-là. D'accord. C'est. Voilà. On va avancer. Donc. Qu'est-ce qui se passe? Quand la masse d'air elle est instable, donc on est dans ce cas-là, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des ascendances thermiques, c'est-à-dire des courants qui font ça. Là on a des courants, hein, d'air, comme ça, qui montent. Et ça va être encore plus important quand on a des gros contrastes. Ça veut dire quoi? Imaginons j'ai un endroit où j'ai des rochers très clairs, voilà, et juste à côté, j'ai une forêt très sombre. Ok? Ben ça fait quoi? Ça fait que les rochers très clairs vont renvoyer vachement la lumière, eux ça va absorber vachement la chaleur, et en fait on va avoir ici des trucs qui auront tendance à vachement chauffer, et là pas beaucoup, ou l'inverse, et c'est ça qui va créer l'instabilité. C'est le fait qu'on ait des grosses différences entre les différents éléments. Voilà, ok. Bon, je rentre pas trop dans les détails parce qu'on n'a pas besoin de faire un cours entier sur tout ça, hein. Vous devez juste savoir que l'instabilité elle est aussi liée au relief, et que si j'ai des trucs sombres, ben ça absorbe la chaleur, donc les particules d'air qui sont proches vont avoir tendance à chauffer beaucoup, et donc ça va me donner de l'air qui monte beaucoup. Voilà. En parapente par exemple, quand on apprend le parapente au début, et ben en fait on va pas voler l'après-midi, parce qu'il y a trop de soleil, ça chauffe trop le sol, et le sol crée des grosses masses d'air qui montent bien, ce qui est génial quand on sait faire, hein. Quand on sait faire c'est cool parce que ça permet de rester en l'air plus longtemps, mais quand on sait pas faire, ça fait beaucoup d'effets comme ça, de gros vents qui montent. Le problème c'est que les vents ils sont pas constants, ils font des appels d'air, et du coup on est plus secoué. Voilà, un peu l'idée. Ça va? Ok, cool. Alors la notion de masse d'air, c'est pourquoi on va s'embêter à parler de masse d'air alors que là on était très tranquille, on parlait de nos particules et tout ça. On a besoin de savoir Ouais, c'est ça, c'est sur des plus grosses échelles en fait. On a besoin de savoir qu'il y a un nuage ou une masse d'air qui se déplace, et on va supposer que cette masse d'air elle est à peu près constante. Ok. Alors c'est une supposition, mais ça nous permet de faire des réflexions sur à quel endroit il va y avoir des nuages qui se créent. En fait, les nuages ils se créent, on l'a vu, à des moments où il y a des gros changements. Et donc, si on étudie les masses d'air qui se déplacent, quand il va y avoir une masse d'air qui arrive et l'autre qui arrive, il va se passer plein de choses à ces endroits-là. Et ça permet de prédire où est-ce qu'il va y avoir des nuages qui apparaissent. En fait, les nuages, ils apparaissent pas parce qu'on y a jeté des seaux d'eau en l'air, hein. Ils apparaissent parce qu'à un moment, il faisait chaud, il se met à faire froid. L'air était un peu humide. Ben s'il commence à faire plus froid, la quantité d'humidité dans l'air en pourcentage augmente, et donc du coup, ben, il se crée des nuages. Voilà un petit peu l'idée de ce qu'il faut retenir de ça aujourd'hui, hein. Donc, une masse d'air en météo, c'est quoi? C'est quelques dizaines ou centaines de milliers de kilomètres cubes. Alors, pourquoi on parle en kilomètres cubes? Oui, pardon. les nuages, ça se forme dans les montagnes, je suppose. Alors, aussi, mais pas pour les mêmes raisons du coup, mais on en reparlera de ça un petit peu si tu veux. Pourquoi on parle de kilomètres cubes?
Bonne question, tiens. Sur le grand. Là, je pense pas vraiment de 100 mètres, quoi. Ouais, mais ça veut dire quoi, kilomètre cube? 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre. Exactement, 1 kilomètre cube, c'est ça. Je prends un cube. Donc si je prenais un cube de 1 km sur 1 km sur 1 km, ce cube-là, c'est ce qu'on appelle 1 km cube. Voilà. Et là, on parle en dizaines ou en centaines de milliers. D'accord? Donc, par exemple, 10 000 ou 100 000 km cubes. Pour faire l'exemple, je vais faire un truc simple. Hein. Je vais dire, si je prenais 1000 km cubes, ben 1000 km cubes, ce serait 10 km sur 10 km sur 10 km. 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Voilà un petit peu l'idée. Alors en vrai, est-ce qu'on raisonne toujours en cube parfait? Non, on raisonne sur un truc qui fait quelques kilomètres de haut et un peu plus large et un peu plus long, quoi. Mais bon, ça donne un peu l'ordre d'idée. Ok, c'est-à-dire que c'est quand même des grosses zones. C'est pas on parle plus des particules, on parle pas au niveau juste de l'aérodrome, on parle des grosses zones. Ça va? Ce qui est important, donc on est à chaque fois dans la troposphère, d'accord? Et c'est la température et l'humidité qui sont quasiment constants dans le plan horizontal. C'est-à-dire que si je prends ma masse d'air dont je suis en train de parler, hop, c'est peut-être ça. Et dedans, je peux dire que ma température elle est environ constante et mon humidité est environ constante. Ok? Voilà. On suppose que cette masse, pourquoi on l'appelle la masse d'air, c'est qu'on suppose que c'est un seul truc qui a les mêmes caractéristiques. Ouais. Et ça, on le verra où? Là, pareil. Nulle part. C'est la météo qui fait ce boulot. Oui, mais c'est qu'on le voit. Enfin, On le voit pas. En fait, quand tu vas préparer ton vol, tu vas regarder la météo, on va apprendre à lire les bulletins météo et tout ça. Et quand tu prépares ton vol, tu vas lire le bulletin météo, tu vas regarder ce qui risque de se passer pour pouvoir dévier un peu ta trajectoire. ils vont dire ça que à tel endroit, l'air est constant. Ouais, en gros, tu vas voir, il y a des... En fait, nous, on voit de comment ça marche là. Oui. Mais en vrai, soyons honnêtes, ça c'est pour le BIA. Quand tu es en vol, les seuls trucs que tu as besoin de savoir, c'est préparer ta météo pour être sûr qu'il ne va pas y avoir un orage devant toi. Dans ce cas-là, tu pars pas. Hein. De toute façon, nuage égal, on passe pas dedans. En vision, en VFR. Ensuite, si c'est juste un peu des turbulences, un peu des trucs, ça peut être raisonnable. Mais en fait, ça c'est le boulot des météorologues en fait. Donc nous, on vous donne des bases pour comprendre un peu le pourquoi. Mais en pratique, toi en tant que pilote, si vraiment tu pilotes, tu regardes le bulletin météo qui te dit tiens, là il y a tant de vent, là il y a tel front, là il se passe ça. Et toi, tu as juste à savoir lire le bulletin météo, quoi, en gros. Mais pour pouvoir le lire et le comprendre, il faut avoir compris comment se forme un nuage, comment... Voilà. Donc on va assez loin dans le concept de compréhension de comment se forment les nuages, alors que en pratique, on n'est pas besoin de forcément le savoir. Mais c'est important parce que le moteur peut givrer, parce qu'on est à une certaine température, et il se passe des choses dans le moteur, le piston avec l'injection et tout ça là, à l'endroit de l'injection, le gaz accélère. D'accord? Et comme il accélère, il est plus froid. En tout cas, sa température pour se solidifier est beaucoup plus... on risque de geler à l'intérieur. Oui. Et c'est pour ça que dans l'avion, on a un truc qui s'appelle le réchauffage carbu. Au lieu d'envoyer de l'air extérieur qui est froid, on envoie de l'air qui vient autour du moteur qui est un peu plus chaud, pour éviter de geler. Voilà. Bref, on en reparlera ça si tu veux de tout ça. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on fait un cours de météo et que pour piloter, il y a besoin d'avoir juste les bases de lecture de la météo. Pas toute la compréhension de tous les phénomènes et tout ça. Voilà. Ok? C'est juste, je pensais pas que la météo nous donnait tout ça. Non. Les temps, les constants et tout ça, c'était à nous de le voir. Ouais, non. La météo, en fait, fait le boulot, quoi. Mais ça, c'est juste pour comprendre un petit peu les grands principes de comment ils font eux. Parce que le BIA peut aussi amener des gens à se découvrir des passions pour la météo, pour tout ça. Le boulot de météorologue, c'est pas souvent quand on parle de météorologue, les gens ils imaginent quoi? Ils imaginent la présentatrice météo. Sauf qu'en vrai, météorologue, il y a des gens qui regardent les cartes météo, regardent les prédictions, regardent toutes les données techniques et qui ensuite travaillent avec les mairies en disant oh attention, dans 1 heure vous allez avoir un problème, il va pleuvoir tant, il va se passer ça,
Et en fait, il y a des gens qui travaillent tous les jours sur la météo au quotidien dans leur zone d'action. Voilà. Et météorologue, c'est un boulot à temps plein et c'est pas juste créer la carte pour la météo, voilà. Donc c'est vraiment un boulot d'interprétation, de prévision, d'habitude aussi, parce que quand on est dans certaines vallées, les masses d'air ont tendance à suivre certains chemins que les météorologues locaux connaissent ou que les habitués du vol ou du parapente connaissent. Et donc du coup, il y a besoin de quelqu'un qui connaisse bien les mouvements d'air qui se passent dans la région pour prédire un petit peu ce qui risque de se passer dans les heures suivantes, quoi. Quand on a eu les inondations, tous les météorologues du coin avaient prédit ça, avaient prévenu la mairie pour dire attention, dans tant de temps vous risquez d'avoir tant d'eau, le niveau d'eau là-bas il est là, etc., etc. Il y a des vents de telle direction, donc ça risque d'avoir ça comme effet. Voilà, donc c'est un boulot passionnant, compliqué mais passionnant. C'est beaucoup de la lecture de l'instant et de la prédiction du futur proche. Boulot de météorologue, mais c'est aussi l'interprétation de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, voilà. Donc les masses d'air, elles se déplacent dans l'air comme ça, dans l'atmosphère. Et ce qu'il faut bien voir, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme de l'huile avec de l'eau. Si on essaye de faire un courant d'huile avec un courant d'eau, les deux vont venir se toucher, mais ils vont pas se mélanger. Là c'est pareil, les masses d'air, comme elles n'ont pas les mêmes propriétés, quand elles arrivent, elles vont arriver, hop, elles vont glisser l'une sur l'autre, et puis voilà. Elles vont pas vraiment se mélanger, parce qu'elles n'ont vraiment pas les mêmes propriétés. Par contre, elles vont changer en fonction de leur déplacement. Imaginons, j'ai ma masse d'air qui passe au-dessus d'une étendue très aride, très chaude. Forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a beaucoup d'air chaud qui monte, donc ça va la perturber, et elle va avoir tendance à se réchauffer. Elle va tendance à s'assécher aussi, parce que quand la température augmente, le taux d'humidité relatif diminue. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais par contre, comme toute la masse y passe, la masse elle garde dans l'ensemble des propriétés, mais des propriétés qui vont évoluer petit à petit. Si elle passe au-dessus d'une grande étendue d'eau, elle risque de se charger en humidité. Voilà. Forcément. Ok ? Voilà. Alors, différents types de masse d'air. En fait, on a deux critères. Hein. Leur humidité. Alors, si elles se forment au-dessus des océans, c'est ce qu'on appelle des masses maritimes. Et si elles se forment au-dessus des régions désertiques, c'est ce qu'on appelle des masses continentales. Voilà. Bon, ce qui paraît pas étonnant, mais voilà. Et deuxième paramètre, la température. Suivant si elles se sont créées dans les endroits chauds ou froids, ou au milieu. Donc, froid, on a quoi ? On a polaire, arctique. Et chaud, on a tropical. Voilà, un petit peu l'idée, ok ? Ici, ce tableau-là, je vais le sauter un petit peu parce que ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Alors ici, en vrai, on pourrait s'amuser à regarder une masse d'air qui est continentale polaire. Donc, elle s'est créée au-dessus d'une zone polaire, mais la zone solide finalement. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? C'est de l'air sec qui est stable. Et elle s'humidifie au contact des sols qui sont survolés. Et oui, parce que le sol il est quand même... voilà. Et ça devient instable et des orages peuvent y développer. Ça, c'est en été. Et en hiver, l'air reste très froid et sec. Et la visibilité est excellente, etc. Donc là, tout ça, je le saute. C'est très chiant et je ne vois pas l'intérêt de vous faire tout ça. Ok ? Il faut juste savoir qu'il y a plein de trucs et que chaque type de masse d'air a ses propres caractéristiques et va évoluer différemment. Voilà un petit peu l'idée. Les nuages. On arrive au cœur quand même un peu de la météo, mais voilà. Alors les nuages, qu'est-ce qu'on en a dit ? C'est que ça se forme par condensation, d'accord, de l'eau qui est déjà contenue dans l'air. Ça c'est important, c'est que c'est de l'eau qui est déjà dans l'air dissous. Ça peut se faire sous forme de petites gouttelettes d'eau ou de petits cristaux de glace. Ok. À quel moment ? Pourquoi ça se condense bien ? En fait, ça se condense bien parce qu'il y a des impuretés. Et plus c'est impur, plus ça a tendance à aider à faire des petites gouttelettes. En gros, à se débarrasser des impuretés, quoi. Bref. Voilà. Et à l'intérieur même d'un nuage, les gouttelettes, on a l'impression qu'un nuage, il bouge pas. En vrai, à l'intérieur d'un nuage, les éléments qui sont le plus bas ont tendance à un peu remonter, etc. Il y a des mouvements à l'intérieur. Voilà. Même à l'intérieur, en fonction des évolutions des températures. Donc l'aspect des nuages, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'éclairage du soleil, de la stabilité ou de l'instabilité de l'atmosphère, d'accord ?
On avait dit quand c'est instable, ça fait quoi? Ça va faire des nuages qui sont beaucoup plus longs, forcément. Voilà. Et de la nature de ces constituants, c'est-à-dire est-ce que c'est des nuages d'eau ou de glace? Ok. Voilà. Et bien sûr, ça dépend du type de la masse d'air dans lequel ils se forment. Il y a certains nuages qui se forment plus dans certaines masses d'air que dans d'autres. Forcément, vu qu'elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés, on peut imaginer qu'il y a des endroits où il y a plus de glace, moins de glace, plus d'eau, moins d'eau, etc., etc. Donc maintenant, tous les nuages ne donnent pas des précipitations, d'accord? En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que il y en a que quelques-uns qui nous donnent de la pluie ou de la neige ou des grêlons. Hein. Le pire, c'est le cumulonimbus. C'est lui qui fait les orages. Voilà. Ok. Cumulonimbus, il faut le retenir. Hein, c'est l'ennemi numéro 1. Voilà. Dès que tu entends cumulonimbus, ennemi numéro 1, il faut le savoir. Voilà. Ici, quand on a des nuages qui sont déjà saturés, tu es d'accord qu'un nuage, il est déjà à 100% de saturation. Ouais. Si ça passe au-dessus d'un lac ou d'un truc comme ça, ça va venir se charger, d'accord, en eau. Mais quand ça se charge en eau, vu que je suis déjà à 100%, qu'est-ce qui va se passer? Ça va grossir. Alors, pas nécessairement. Si je suis déjà dans la zone qui est à 100%, ça va pas vraiment étendre comme ça. Ça va surtout, voilà, ça va se charger et comme ça peut pas se charger, ça déborde. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait tomber des gouttes, quoi. Ok. Donc ça, c'est une des possibilités. C'est pour ça qu'il pleut souvent. Un nuage qui va passer au-dessus d'une étendue d'eau, il risque de pleuvoir. C'est ça qui fait en Bretagne. Ouais, peut-être. Voilà. C'est comme ça, il y a faut faire aussi de côté. Oui, bah alors là, eux, ils sont vraiment enclavés autour d'eau, ouais. Mais après, il faut bien voir aussi qu'il y a plus de vent. Donc les endroits où il pleut le plus, quand tu prends dans les Pyrénées et tout, c'est les endroits où les nuages vont venir se retrouver, alors pas bloqués, mais si, un petit peu bloqués par les montagnes. Et donc du coup, tu vas avoir un côté qui pleut beaucoup et l'autre pas du tout. Parce qu'en fait, les nuages n'y passent jamais. Donc il y a un des deux côtés de la montagne où ils vont mieux habiter que l'autre, quoi. Voilà. Donc pendant qu'il se produit de la pluie ou de la neige, le nuage ne se vide pas, sauf les cumulonimbus. D'accord? En gros, quand il pleut, c'est juste que c'est de l'eau qui est apportée d'ailleurs. Le nuage en lui-même, il va pas se vider comme une éponge qu'on est en train d'appuyer, quoi. Ok? C'est juste, je lui apporte plus d'eau, comme s'il y en a trop, il déborde. Il faut bien imaginer que le nuage, c'est un débordement. Voilà. Ok? J'ai atteint les 100% et si je veux dépasser, je peux pas, donc ça déborde de ce qui amènerait. Donc, la bruine, c'est lié plutôt au stratus. La pluie ou la neige, c'est plutôt lié au nimbostratus. Et les averses de pluie ou de neige, c'est les gros cumulus et les cumulonimbus. Et on va voir toute la classification juste après. Ouais. La brune. La bruine, ouais. C'est vrai. La bruine, alors c'est pas du brouillard. La bruine, c'est quand il pleut, mais c'est pas des gouttes qui pleut. C'est vraiment, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a saupoudré une pluie très fine. Oui, Un peu quelqu'un qui prendrait du brouillard dans un pot et qui viendrait le verser délicatement comme ça au-dessus. Il pleut pas, mais c'est quand même de l'eau qui tombe et c'est des gouttelettes minuscules. Oui. Ben ça, c'est de la bruine. Voilà. D'accord. Ouais, ça s'appelle comme ça, ouais. Donc bruine et pluie. La pluie, c'est le niveau d'après de la bruine. Et l'averse de pluie, c'est le niveau après de la pluie. Mais du coup, je pensais que la brume, c'était un nuage qui passait sur nous. Quelque chose. Ah, un peu comme si c'était de la brume ou un truc comme ça et que... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est vraiment de l'eau qui est en train de tomber, c'est vraiment une précipitation. C'est pas comme le brouillard. Le brouillard, c'est l'air dans lequel on est saturé. La bruine, c'est le nuage qui est au-dessus de nous qui est saturé et de l'eau qui nous tombe dessus. Mais nous, on n'est pas en état saturé. Si on était en état saturé, on aurait quoi? Du brouillard. Donc, comme on n'a pas d'état saturé, tu vois un peu? Ça forme par un brouillard, la brume. Un peu. Alors, ça réduit la visibilité, mais c'est pas le brouillard au sens pur de on est dans de l'eau, dans de l'air humide à 100%. Non. Mais par contre, ça trempe quand même. Hein. Mais ça trempe légèrement et tu le sens bien. Hein. Ça vient comme ça délicatement. Ça fait comme une sorte de caresse délicate. C'est très stylé la bruine. Voilà. Classification des nuages. Alors, les nuages, on les divise principalement en 10 genres. D'accord? Et on divise la troposphère en 3 étages. L'étage inférieur, l'étage moyen et l'étage supérieur. Donc moi je te propose, j'ai déjà les dessins juste après. Dans l'étage supérieur, donc celui le plus en haut, il y a des cristaux de glace. Dans l'étage moyen, c'est
gouttes et parfois un petit peu cristaux de glace. Et dans l'étage inférieur, c'est toujours gouttelettes d'eau. Donc, voilà un petit peu l'idée. Ça va être quelque chose qu'il va falloir retenir, c'est ces types de nuages, mais j'ai 2 dessins, hop, qui sont comme ça. Moi, j'avoue que je préfère, tu vois absolument rien. Je vais te le tourner mon écran, ok? Ouais, ou sinon tu viens voir. Je te propose de venir à gauche, comme ça, de l'autre côté. Comme ça, tu passes pas dans la caméra, ça t'évite d'être dessus et j'ai pas de souci de. Voilà. Donc ici, ce qu'on voit, c'est quoi? On a, je vais le refaire au tableau sinon, si tu préfères. Ouais. Allez, on va faire ça. Donc, hop, je refais un dessin au tableau. En m'appuyant sur ces schémas-là. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'on a 3 étages. Premier étage jusqu'à 2000 mètres. Étage inférieur. Ok. Ensuite, de 2000 à 6000, ouais, on va le faire comme ça. De 10 000 à 6000, c'est l'étage intermédiaire. Ok. Dans l'étage intermédiaire, les nuages qui sont censés être là s'appellent alto. Ok. Alors, ici, ils n'ont pas de préfixe. Est-ce que tu sais ce que c'est un préfixe? Pas de nom. Non. Préfixe. C'est ce qu'on met avant le nom. Ok. Et ceux qui sont au-dessus, c'est ceux qu'on appelle sirop. Sirop, ça veut dire glace en fait. Voilà. Donc ça, c'est l'étage supérieur. Alors, je vais allumer. Est-ce que ça sera pas mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Bon, en tout cas, c'est pas pire. Ok. Et ensuite, on va retrouver 2 grandes catégories, les stratus et les cumulus. Cumulus. Voilà. Alors, je vais essayer de garder à peu près le... Voilà. Ceux à 2000 mètres, ça s'appelle comment? Ils n'ont pas de préfixe. En fait, ceux-là, ils vont s'appeler sirop quelque chose. D'accord? Oui. Ceux-là, ils vont s'appeler alto quelque chose. Et eux, ils s'appellent direct quelque chose. Ok? Là, j'ai fait un cercle rayé pour dire ils n'ont pas de quelque chose qu'on met devant. Alors, par exemple, là, ici, celui-là, il s'appellerait stratus. Il a quelle tête, le stratus? Bah, le stratus, c'est en gros des nuages comme ça, là. Un peu longs. Ça fait des étendues un peu longues comme ça, sans spécial. D'accord? Un qui serait ici, un cumulus. Alors, je vais essayer de faire mon dessin à peu près. Hein. Un cumulus. Un cumulus, c'est quoi? Il faut imaginer ça un peu comme des patatoïdes. C'est un peu des gros tas. Alors, c'est des gros tas qui, des fois, se tirent un peu vers le haut, comme ça. Hop. Voilà. Un petit peu l'idée. Hein. Et entre, si j'en ai un qui fait un peu les deux, c'est ce que je vais appeler un stratocumulus. Ok. Un stratocumulus, bah, c'est un truc qui fait à la fois un peu des trucs comme ça et à la fois un peu des gros trucs comme ça. Ok. C'est très mal dessiné, mais c'est l'idée qui compte. Hop, regarde. Et voilà, un joli nuage où il y a des patates à l'intérieur et des crêpes. Patates et crêpes. Ok. Hein? Ah, des crêpes avec des petites pommes de terre dedans. Un peu de magret de canard, tout ça. Bon alors, ici, on a dit qu'ils s'appelaient comment ceux-là? Les altos. Eh bien, si c'est un alto de type stratus, c'est un Alto stratus. voilà, alto stratus. Ok. L'alto stratus, c'est des sortes de crêpes, mais elles sont beaucoup plus hautes en hauteur en fait. La différence avec celles d'en bas, c'est qu'elles sont plus hautes. Voilà. Ok. Ici, ça va être quoi? Ça va être des alto cumulus. Ok. Alto cumulus, c'est des patatoïdes, mais des patatoïdes, hop, voilà, au niveau alto, dans l'étage intermédiaire. Ça va?
Ça. Ici, on va avoir les cirrostratus, ok, et là les cirrocumulus. Cirrocumulus, ça fait quoi? Des patatoïdes comme ça, hop, en l'air. Et cirrostratus, ça fait quoi? Encore une fois, hein, des étages comme ça, voilà, des crêpes. Il nous en reste un dernier qui fait partie d'aucune des catégories là. Hop, je vais faire une sorte de séparation comme ça. Il est un peu particulier celui-là, donc je vais le faire d'une autre couleur. C'est ce qu'on appelle le cirrus. Oula, hop, le cirrus. Le cirrus, il ressemble à ça. C'est un peu le signal Wi-Fi des nuages, quoi. Ah oui. Tu vois un peu? Ça fait comme des sortes de virgules qui sont toutes enchaînées. Alors, chez moi, c'est très mal dessiné. Attends, je vais essayer de le refaire un Non, peu. c'était bien fait, je trouve. Ça fait un peu des virgules comme ça, là. Bon, c'est l'idée, hein. De toute façon, tu l'as ici, là. Tu le vois pas, mais il est ici. Ça fait des sortes de petits des petits trucs comme ça. Cirrus. C-I-2-R-U-S. Et il nous reste une troisième catégorie ici. Les nimbus. Ok. Alors, en nimbus, on en a deux types. On a les cumulonimbus. Cumulonimbus, c'est, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ennemi number one. Ok. Lui, c'est le cumulonimbus. Oula. Cumulonimbus. Cumulonimbus, c'est vraiment le pire de tous les nuages. C'est celui qui nous amène les orages et tout ça. Hein? Il fait tous les étages en même temps. Ouais, lui, c'est vraiment le boss ultime. Hein. Il arrive là et il monte. C'est ce qu'on avait dit. Les cumulos, les nimbus, c'est des trucs qui s'étirent vachement sur la hauteur. Ok? À cause d'atmosphères très instables. Et le deuxième de la catégorie, c'est le nimbostratus. Alors en fait, il devrait être un petit peu là-bas et un petit peu là-bas, mais bon bref. Le nimbostratus. Le nimbus, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'étale sur plusieurs longueurs. Le nimbostratus, je vais le mettre aussi d'une couleur un peu particulière. Alors, il fait des étages comme ça, là, des sortes de crêpes. Hein. Ok. Mais il fait des crêpes jusqu'où? Ben, il fait des crêpes de tout en bas jusqu'à tout en haut. Bonjour, c'est crêpe partie. Hop, voilà un petit peu l'idée. Or, de tout en haut à tout en bas, c'est une façon de parler. Hein. Je sais pas exactement ça, mais voilà un peu l'idée. Ok. Ce qui est sûr, c'est que lui là, on peut lui rajouter des merveilleux éclairs. Waouh. Bon, il faut savoir les dessiner mieux que moi. Oh putain, c'est un massacre. Ok. Lui, c'est le mec pas sympa. Cumulus, on a dit tout à l'heure, ils peuvent nous faire un petit peu de la pluie. Ok. Et les stratocumulus et les stratus, ils peuvent nous faire, donc tout ce qui est stratocumulus, ils peuvent aussi un petit peu. Voilà. Et donc lui, bien sûr, il peut aussi. Hein. Je l'ai pas mis, mais. Il y a des éclairs, le nimbostratus? Non. Non. Non, non, je crois pas. Je crois qu'il nous fait que de la pluie, le nimbostratus. Mais je suis pas sûr à 100%. Stratus peut faire un peu de la pluie aussi, un petit peu. Voilà un petit peu l'idée. Attends, je reviens sur un truc. Voilà. La bruine, donc ici le stratus, il a tendance à faire plutôt de la bruine. Ok. Les nimbostratus, il a tendance à faire de la pluie continue. Ou de la pluie ou de la neige continue. Ok. Donc, effectivement, il a des trucs. Et lui, il a tendance à faire des averses. Lui, de toute façon, on l'avait dit, hein. Lui, c'est le boss des boss. Ok. Averse. Donc, lui, sympa. Eux, moyen. Lui, bon, c'est en continu, mais bon, ça va. Et lui, le boss des boss,
le pire, averse, orage, tout ça. Est-ce que ça va l'idée à peu près? En ligne, ça va à peu près aussi? Vous en sortez? Vous arrivez à y voir malgré mes dessins d'une qualité... Ouais. Christian aussi, ça va? Ok, bon mais cool. Faut pas hésiter à me dire s'il y a besoin. Donc moi, les questions que j'ai vues, c'était quoi? C'était, j'ai un nuage qui commence à 1500 mètres, est-ce que ça peut être un cumulonimbus? Il faut savoir que le cumulonimbus commence en dessous de 2000 et peut aller très haut. D'accord? Donc ces deux valeurs-là, il faut absolument les connaître, les valeurs limites. Ok? Bien sûr, j'ai pas écrit, mais ça, c'est le sol. Hein. Le bas de ma flèche, c'est le sol, forcément. Oui. Nécessairement. Voilà un petit peu l'idée. Et oui. c'est pareil, dans la montagne, le sol, c'est... Bon, alors, c'est une est-ce que c'est le sol, là, ça serait le niveau de la mer ou c'est... Enfin, je comprends pas. C'est une bonne question. Je sais pas, tiens. Je sais vraiment pas. Je pense que je dirais que c'est le sol local. Alors, outre les montagnes hein, qui font des perturbations, mais le sol moyen de l'étendue... mais j'avoue, oui, non, ce serait le plus logique, ouais. Ouais. Parce que le niveau de la mer, c'est pas le niveau de la mer qui impacte la température locale. Oui. Enfin voilà. Donc je dirais que c'est là ici on parle. De toute façon c'est un ordre d'idée, mais oui, je pense qu'on parle par rapport à l'endroit géographique où on est. Ouais. Mais effectivement, tu fais bien de demander. C'est par rapport au sol. Voilà un petit peu. Donc voilà un petit peu. Donc en fait, ce qui se passe, je vais éteindre un peu, mais il faut bien voir que à l'intérieur même, quand on dit altostratus, il en existe des dizaines de types dedans. C'est un métier, hein, la météo, et reconnaître les nuages, c'est un métier. Donc, on peut pas se dire ah ben ça va, je sais les reconnaître parce que j'ai fait un dessin de qualité sur ma feuille. En vrai, vous allez voir que quand on va regarder les photos, voilà, quand je vois ça, l'interprétation, il faut commencer à s'y connaître un petit peu. Ok. Ici, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être? Un cumulus. Ouais, dans l'idée, c'est bien, c'est un cumulus, c'est une patatoïde quoi. C'est une petite patate. Voilà. Alors, on la voit un petit peu. Ici, je te le dis, pour les prochaines photos, il y a des moments où tu vas avoir du mal parce que les photos sont d'une qualité où même sur l'écran, je les vois mal. Ok. Voilà. Voilà, donc en gros, le bas du cumulus, ce qui nous précise, c'est que celui qu'il y a ici, il a une base plate. Voilà. En fait, le bas du cumulus, c'est apparemment avec une base plate. Je ne sais pas si c'est tous les cumulus ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un nuage qui est une jolie patate, on la voit bien, ça s'arrête net, des choses comme ça. Et ça, c'est des indices qui permettent de, quand on commence à s'y connaître en nuage, à dire ah tiens, ça c'est tel type de nuage, ça c'est tel type de nuage. Ok. Ça a tendance à faire des petites gouttelettes d'eau, mais pas trop de précipitations. Donc ici, j'ai mis un petit peu, mais en fait, pas trop de précipitations avec ces nuages-là, apparemment. Ça, je sais pas si tu vois. Déjà, ouais, c'est moins sympa. Alors, on le voit pas bien là au vidéoprojecteur, mais c'est plus noir. D'accord? Alors, on voit que ça se monte bien. Si on regarde, on pourrait tendance à dire un altocumulus. Je sais pas, il y a une base quand même qui a l'air un peu plate. On pourrait hésiter avec un stratocumulus peut-être, je sais pas. Donc, hop. Ici, c'est juste un cumulus, mais un autre type de congestus, il s'appelle. D'accord? Donc, tout à l'heure, on était sur un cumulus humilis, une sous-catégorie des cumulus. Et là, on est sur un deuxième sous-catégorie qui s'appelle le cumulus congestus. Le cumulus congestus, c'est pas aussi pire qu'un cumulonimbus, mais c'est son petit frère, quoi. Ok, c'est le, voilà, il est quand même beaucoup plus haut. Le bas qui est sombre, ok. Et donc, qu'est-ce qu'il a tendance à nous faire? Il a tendance à nous faire des pluies ou neiges en averse, ok. Donc c'est pareil là quand on dit cumulus, il n'y a pas un seul type de cumulus, il en existe des dizaines et voilà, ok. Celui-là, je sais pas si tu le vois. Typique. Déjà, on voit par rapport à la taille de l'avion, le truc il est immense. Non. Là, c'est vraiment un avec une forme comme ça là. C'est du cumulonimbus, ça. J'en suis sûr. Il a vraiment, il part de bas, il est très sombre en bas et il a tendance à beaucoup monter avec une sorte de chapeau en haut. C'est du cumulonimbus. Voilà. Lui. Il a une base large et très sombre, et lui par contre c'est lui qui nous donne des averses de pluie ou de neige et des orages. Ok, et des éclairs et tout ça. Là on n'y voit pas trop.
Alors déjà, on n'y voit pas trop sur mon écran, alors là-bas on y voit encore moins. Ça, ici, ça va être, on dirait des sortes de plages un peu comme ça, donc du stratus, quelque chose. J'y vois pas bien, mais le bas a l'air assez sombre. Donc quand c'est assez sombre, on aurait tendance à partir sur des trucs qui sont très hauts, vu qu'ils laissent pas beaucoup passer de lumière. Bon. Ouais, voilà, c'est du nimbostratus. Alors là, déjà sur ma photo, j'y vois pas grand chose. Donc voilà, ok. Bon, ce qu'il faut, c'est être capable de reconnaître, à mon avis, les cumulus, les stratus et les cirrus et le cumulonimbus. Les photos que j'ai déjà vues, c'est en gros c'est ces quatre grands-là, quoi. Ceux qui sont hyper typiques. Celui-là, il est hyper typique. Celui-là, il est hyper typique. C'est vraiment des jolies petites virgules, ok, dans l'air. Et celui-là, ça fait des jolies petites patates, des petits moutons. Je sais pas comment vous voulez le voir. Voilà, en gros. Hein. Donc là, je vais avancer un peu, mais ici, le stratus, par exemple, je l'ai mis où? Je l'ai mis là, d'accord. C'est une couche grise, dense et très basse. C'est une sorte de, quasiment, ça fait du brouillard, quoi. Voilà. Ça peut parfois faire des gouttelettes d'eau ou de la bruine. Là, celui-là, je sais pas si tu vois, ça fait, hop, c'est un stratocumulus. Donc, il est où mon stratocumulus? Il est là. Alors, je suis désolé, mais tu vois, par rapport à mon dessin, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ok. Donc, encore une fois. Là, il y en a plein de cumulus à côté. Ouais, voilà. Mais ça fait une sorte de couche de plein de petits cumulus. Voilà. Voilà. Là, on n'y voit rien. Alors, on n'y voit rien. Pourquoi? C'est très haut dans le ciel. D'accord? Et ça nous couvre un peu le soleil. Donc là, déjà, quand ça commence à nous couvrir vraiment le ciel, on va partir vers des altos quelque chose. Ok? Donc là, c'est de l'altostratus. Ça fait une sorte de nappe qui couvre partiellement le ciel. Bon, ce qu'il faut, c'est pas forcément tout reconnaître. Hein. Donc là, tu vois, il y a un altocumulus. Donc ils nous ont pris l'altocumulus qui est là. Ça nous fait des petits moutons dans le ciel, mais assez haut. Voilà. Hop. Là ici. Ah, tu vois pas bien. C'est dommage. Moi, je le vois bien ici. Ça fait des petits élans comme ça. Est-ce que du coup il y a des altostratus cumulus? J'en sais rien. Des altostratocumulus, tu veux dire? Oui. Je suppose que ça doit pouvoir exister. En vrai, déjà, tu as bien vu que cumulus tout seul, il y en a plein de types. Voilà. Voilà. En fait, c'est une part entière, l'étude des nuages. C'est vraiment un truc qui peut être passionnant quand on s'y intéresse. L'avantage, c'est que par chez nous, on a quand même souvent des ciels qui peuvent permettre de s'y intéresser et de s'amuser, quoi. Ok. Les nuages cirrus, c'est des nuages en forme de filament. Voilà, avec beaucoup de cristaux de glace. Dernier, on va arrêter, le cirrostratus. Cirrostratus, donc on est vraiment là-haut, là. Hein. Il a tendance à donner un halo comme ça, là, autour du soleil ou de la... Voilà. Ça fait un voile. Et pourquoi ça fait un halo? Parce qu'on avait dit, quand on est en cirro, c'est de la glace. Oui. Et du coup, le soleil, il va pas se réfléchir pareil que dans de l'eau. D'accord? Donc du coup, forcément, ça va faire des phénomènes un peu différents. Voilà. Cirrocumulus. Voilà, donc là, on a encore un truc. Ok, donc on est ici, cirrocumulus. Donc, je sais pas si tu vois ici, ça fait un aspect moutonneux un petit peu, mais très très haut. Voilà, bon. Tout ça pour dire que c'est compliqué tout ça. Il y en a des choses. Hein. Voilà. Ok pour ça. Ok. Maintenant, la couverture nuageuse, on l'appelle nébulosité, d'accord? La couverture nuageuse. Et ça s'évalue en octa. Alors l'octa, c'est quoi? Je prends mon ciel, je le coupe en 4, je recoupe en 2, donc ça me donne des huitièmes, et je compte le nombre de huitièmes qui sont recouverts dans le ciel. Tiens, s'il y a des nuages sur la moitié, ben je suis à la moitié du ciel, donc je suis à 4 huitièmes d'octa. Voilà. Donc je suis à 4 octas, d'accord? Si on est entre 1 et 4 octas, on est sur ce qu'on appelle du épars. Je ne sais pas si tu as déjà entendu à la météo, elle dit souvent « Ah, il y aura des nuages épars ». Ben, ça veut dire qu'il y a moins de la moitié du ciel qui est couvert. Donc ça veut dire qu'il y en a quelques-uns par-ci par-là. Mais en moyenne, on a quand même fait moins de la moitié du ciel. Si j'en ai plus que la moitié, je suis de 5 à 7. Et alors là, en fait, c'est plutôt qu'il y a des trous de ciel bleu au milieu des nuages.
on a une couverture nuageuse avec de temps en temps quelques éclaircies. C'est comme ça qu'ils le disent à la météo, quoi. En anglais, ça se dit scattered et broken. Voilà. Broken, c'est cassé. En fait, c'est on casse la couche nuageuse, on vient faire des petits trous là où il y a un petit peu de ciel bleu par endroit. Et là, par contre, c'est moins marrant, quoi, parce qu'il n'y a que des nuages quasiment. Et si on est à 8 octas, on peut dire que le ciel il est couvert, et c'est l'overcast, c'est-à-dire que le ciel il est 100% nuage. On vole pas à ce moment-là? Alors, c'est pas qu'on peut pas voler, hein. On peut voler quand il y a plein de nuages. Par contre, on peut pas aller aux mêmes hauteurs. Ça dépend du type de nuage, toujours pareil. Ici, nous, par exemple, à l'aérodrome, par rapport à l'aérodrome, le tour de piste, est-ce que tu sais à quelle hauteur il se fait à peu près? 200 mètres? Alors, il se fait à 1000 feet. 1000 feet, c'est combien en mètres environ? À peu près 800 mètres? 300. 300. 300 mètres au-dessus du sol. Ok? Donc, Oui, s'il n'y a pas ce type de nuage-là, quand bien même je serais ici, s'il n'y a pas ce type de nuage-là, c'est pas problématique. Le seul truc qu'on n'a pas le droit, en VFR, on n'a pas le droit de rentrer dans les nuages. Et, bien entendu, s'il y a lui là, on joue pas. Hein. Orage, voilà, c'est pas la peine. Là, ici, le problème, c'est pas tellement l'orage en soi, c'est l'air autour. On est dans des atmosphères. Voilà, je recommence. On est dans des atmosphères instables. Donc, il va y avoir des grosses variations de vent, des bourrasques, des trucs comme ça. Et là, là c'est dangereux. Ok. Voilà la couverture nuageuse. Donc, ici, ciel dégagé. Là, on est encore dans la partie où on est à nuage épars, les 4 premiers. Et ici, on commence à avoir une grosse partie qui est recouverte jusqu'au moment où on est au ciel couvert là. D'accord? Donc ça, c'est une première possibilité. Et j'ai bientôt fini. Ah oui, non, il me reste quelques slides après sur le truc. Il faut aussi penser que certains nuages laissent passer plus ou moins de lumière. D'accord? Donc, tous les nuages ne se valent pas en termes de qualité du ciel. Je peux avoir un ciel qui est recouvert, mais si c'est recouvert par des nuages qui sont très hauts, très nombreux, je vais avoir un ciel très sombre. Alors que si je suis avec quelques trucs, des altostratus très légers, ça va me faire un voile, ça va me faire une sorte d'ambiance un peu style Silent Hill, tu vois. Oui. Genre l'ambiance un peu glauque, mais il y aura quand même beaucoup de lumière. Ce sera un peu comme sur Paris, des journées un peu grises, mais il y aura quand même de la lumière, quoi. Voilà. Ça va l'idée? Ça va. Les perturbations et les fronts. Alors, c'est bon, je peux effacer ce tableau-là? Ok, cool. Allez, il n'y en a plus pour longtemps. Hein. On a fait le plus dur. Mais après, les nuages, en vrai, c'est une partie passionnante. Quand on s'y intéresse un petit peu et vraiment qu'on aime bien ça, il y a des tonnes de trucs à apprendre dessus. C'est trop cool, les nuages. Après, il faut aimer. Hein. Moi, je dirais pas à dire que c'est ma grande passion. Je trouve ça stylé, la formation des nuages. Je trouve ça extraordinaire comment ça fonctionne. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui soient passionnés, qui adorent les regarder et tout ça. C'est marrant. Voilà. Mais quand on veut vraiment s'y intéresser, il faut se rendre compte que il en existe largement plus que les 10 types qu'on a proposés ici, quoi. Voilà. Nous, on a donné les grandes catégories pour ranger vu de loin. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins entiers sur comment classer les nuages. Voilà. Comment se forment les perturbations? En fait, il se passe quoi? Il se passe que à l'équateur il fait chaud, en haut il fait froid, et du coup il va y avoir de l'air froid qui des fois, au lieu d'avoir les deux couches bien séparées, qui font une jolie limite au milieu, il va y avoir des mouvements d'air froid dans les endroits d'air chaud et des mouvements d'air chaud dans les mouvements d'air froid. Ok? Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si ça c'était la théorie, j'avais l'air froid ici, l'air chaud ici, on va supposer le monde idéal, hein, où tout était bien séparé et tout venait glisser l'un sur l'autre, il va y avoir des moments où ça va faire un truc comme ça, où l'air chaud va faire bonjour. Voilà, c'est normal, hein, il y a des mouvements un peu partout et ça fait des choses. Du coup, voilà, donc il y a les masses d'air polaires qui sont sèches et très denses et les masses d'air tropicales qui sont humides et peu denses. Voilà. Donc ça va faire des zones de contact comme ça. Et c'est les endroits où il va se passer des frottements. Et c'est pour ça qu'on a un peu plus de pluie et tout ça. C'est qu'en fait, il va y avoir des échanges et il va se créer des perturbations par chez nous. Voilà. Elles glissent l'une sur l'autre, ok.
Et donc du coup, quand l'air froid arrive là, il pousse l'air chaud. Et donc l'air chaud, ça fait hop, une perturbation comme ça. Ok. Alors, donc, ça peut faire avancer des masses d'air tropicales vers l'air polaire, etc. Et il peut se créer une dépression. Alors surtout, oui. C'est des très grandes zones. Là. Ah oui, on est sur des grosses zones. On est sur des zones de plusieurs centaines de milliers de kilomètres cubes. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est des trucs qu'on voit sur les cartes météo à la télé. Je t'invite à le regarder tout à l'heure hein, sur YouTube. Tu regardes Météo France ou tu vois le bulletin météo et tu essayes de regarder un bulletin et tu vas voir ces cartes-là où on voit les masses d'air et il te les dessine les masses d'air comme ça. Ok. Et c'est là où c'est intéressant de se dire finalement ce qu'elle raconte à la météo, il passe très vite. Mais si tu écoutes bien les mots techniques qu'ils disent, ils expliquent tout ce qu'on a dit ce matin. Cet après-midi, pardon. Voilà. Donc non, c'est hyper intéressant d'écouter la météo maintenant que tu sais ce qu'elle dit. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, elles disent beaucoup de choses, et beaucoup de choses techniques, hein, en fait. Hein. Ils utilisent un vocabulaire spécifique et tout ça. Et voilà. C'est quand même assez impressionnant de dire qu'en temps normal, même quand on connaît rien, on comprend ce qu'elle dit. Alors qu'en fait, une fois qu'on sait ce qu'est vraiment ce qu'elle dit, on se rend compte qu'à l'époque, on comprenait rien, en fait. Non mais par rapport à la quantité d'infos, on en comprenait 10%. Les 10% qui nous intéressent, c'est est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va pleuvoir. Globalement, ça s'arrête un peu là. Mais quand on fait de l'aviation, on a quand même envie de savoir pour les jours d'après, est-ce que la masse d'air elle est en train de remonter, est-ce qu'elle est en train de se décaler, parce que pour les jours d'après, on sait que la masse d'air chaude qui arrive, s'il y a une masse d'air froid, ça va créer un front, et du coup, il va se passer des choses, il va y avoir des nuages, il va y avoir... Après, ils nous font des schémas et tout ça. Donc Voilà, oui. on comprend. Oui, et puis on a, nous, des extraits spécifiques à l'aéronautique. C'est-à-dire qu'on va avoir les métars, qu'on verra plus tard. C'est un extrait d'un bulletin météo spécifique pour l'aéronautique avec des infos précises de ce qui nous intéresse, nous. Voilà. J'avais demandé ce qu'il a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, on a un front chaud, on a un front froid, d'accord? Et quand les deux fronts se rejoignent, il y a occlusion. On va faire un dessin de tout ça. Et la zone derrière le front froid, c'est une traîne de la perturbation. Alors, comment on se souvient de qui est le front chaud, qui est le front froid? C'est simple. Je vais faire mon dessin ici. Regardez. Hop. Je vais faire comme ça. Hop. Ok. Il y a un des deux fronts où il y a des piquants. C'est le front froid. Voilà. Quand ça pique, c'est que c'est froid. Ok. Donc ça, c'est le front froid. Hop. Quand il y a des arrondis comme ça, les arrondis, c'est des petites caresses. Et donc, c'est le front chaud. Et l'endroit où il y a un peu les deux, bon, je fais une exagération volontaire, hein, ok, hop, comme ça, c'est ce qu'on appelle une occlusion. Voilà ce qu'il faut savoir déduire, ok. Donc ça, ces notations-là, il faut les connaître, hein, les trois. Donc il faut connaître la notation front froid, la notation front chaud avec des petits ronds et la notation occlusion où il y a les deux. D'ailleurs, je crois que je l'avais fait sur mon diapo. Ah bah oui, voilà. Je suis un couillon. Hop. Et ce qui est en arrière de la perturbation froide, ici là, c'est la partie qu'on appelle la traîne. Mais bon, je sais pas si c'est utile. Moi je l'avais pas vu avant, donc j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans les annales. Occlusion. C'est bon? Ok. Donc ça c'est un autre schéma qui reprend la même chose, hein. On a le front froid ici avec les piquants, le front chaud ici avec les éléments ici, et on a ici l'occlusion où il y a les deux à chaque fois. Ok. Voilà un petit peu l'idée. Alors les fronts chauds, c'est ce symbole là, c'est la surface de séparation entre une masse d'air froid et une masse d'air chaud qui le repousse, d'accord. Voilà, donc il y a le front chaud quand il y a une arrivée d'une perturbation. Okay. Le front il est incliné vers le haut dans le sens des déplacements de la perturbation. Ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai le schéma ici? Normalement j'ai un schéma. Voilà, ok. Donc ça c'est un petit schéma qui est utile, hein.
c'est le front chaud, c'est quoi? C'est la perturbation se déplace comme ça, elle est en train d'arriver, et comme l'air chaud, il est plus léger que l'air froid, il est au-dessus de l'air froid ici, et qu'est-ce qui se passe? Il se crée plusieurs types de nuages. En très haut, on voit ici les petits cheveux d'ange comme ça, là, c'est les cirrus. Donc en fait, l'arrivée d'une perturbation, on peut la prédire grâce aux cirrus. Et les cirrus sont, hop, étalés dans... Voilà. Ici, on peut trouver des... oui, Les cirrus, c'est au niveau de quel hauteur d'ailleurs? les très hauts, au-dessus de 6000. Tu l'as pas sur le schéma? Non, je l'avais pas écrit. Je l'ai mis sur le schéma quand je l'ai fait. Je t'ai fait les stratus. Je pensais que c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas de plage. Non, il est au-dessus, il est tout en haut. Vraiment, ben là on le voit bien, il est tout en haut, ok? C'est la même chose. Voilà. Et ici, on voit bien la perturbation avec la création des différents types de nuages. Ok. Alors les différents types de nuages, on voit que donc quand le front chaud il arrive, il va y avoir les cirrus, d'accord, plusieurs heures avant. Donc quand on commence à voir les cirrus, il faut se dire oh il va pleuvoir. Hein. Voilà. Ensuite il y a les cirrostratus et les altocumulus. Le ciel se bouche, etc. Et ensuite il va y avoir des altrostratus et des nimbostratus. Ok. Voilà. Et ensuite à la fin il peut y avoir parfois des stratocumulus. Ok. Voilà. Donc là les stratocumulus c'est en bas ici. Voilà un peu l'idée. Ça va? Donc ça c'est quand la perturbation arrive. Donc ici on a des paramètres qui varient bien sûr. Avant la perturbation, ben, on va avoir une température qui va augmenter, d'accord, avec la pression qui baisse, etc. Donc voilà. Je rentre pas trop dans les détails, c'est pas très important. Ok. Maintenant, une fois que le front chaud il est passé, il va y avoir le front froid qui est derrière. Donc il y avait un front chaud qui arrive, qui pousse et qui va du coup glisser au-dessus de l'air froid. Par contre, par derrière, il y a de l'air froid qui arrive et qui pousse l'air chaud. Ok. Donc le front froid, c'est comme ça. Hein. Donc c'est entre la masse d'air chaud et la masse d'air froid qui pousse l'air chaud. D'accord. C'est plutôt à la fin de la perturbation. Le front, il est incliné vers l'arrière dans le sens de déplacement de la perturbation. Pourquoi? Parce que j'ai de l'air chaud qui est déjà là. Et mon air froid, il va vouloir le pousser. C'est lequel des deux le plus léger ou le moins dense? L'air chaud. L'air chaud. Donc en gros, l'air froid, il va venir en dessous. Donc ici, ça fait un front qui est incliné vers l'arrière. Quand ça se déplace comme ça, j'ai un front qui est incliné vers l'arrière. Alors que quand j'avais l'air chaud, j'avais un front qui était incliné vers l'avant. Oui. Après, c'est inspiré par le type d'appel d'air, c'est ça? Alors après, voilà, il va y avoir tous ces phénomènes-là. Hein. Mais l'idée, c'est que tu as quand même une grosse masse d'air froid qui arrive, qui est en train de pousser. Et comme il y a de l'air chaud, entre les deux, c'est le plus léger des deux qui se pousse. Donc en gros, quand il y a un des deux qui est plus léger, qu'est-ce qui se passe? Il fait ça. Oui. Du coup, c'est-à-dire que l'air chaud aille vers l'air froid aussi, enfin, aille. Techniquement, c'est l'air froid qui essaye de le pousser. Oui. Mais dans l'idée, il y a un équilibrage qui essaye de se faire dans la nature. Quand j'ai de l'eau chaude et de l'eau froide et que je les pose et que j'essaye de les mélanger, l'eau chaude donne de l'énergie à l'eau froide. Mais au début, le problème, c'est que avant que ça se mélange, c'est pas mélangé. Et donc, le tendance, c'est quoi? C'est que le plus léger des deux va venir au-dessus et le plus lourd des deux va rester en dessous. Je sais pas si c'était clair mon explication. Ah, ok. Des fois, je pars dans des trucs et... Ok. Voilà. Et quand le front avance, on va avoir des nuages qui arrivent et tout ça. Et parfois des nuages, des orages, etc. Donc là, ici, si on regarde, l'air froid qui arrive, qui essaye de pousser, qu'est-ce qui va se passer? Il essaye de pousser, on a des cumulus ici. On a ici notre ennemi le plus ultime, le cumulonimbus. Voilà, avec d'autres types de nuages qui arrivent et tout ça. Voilà. Ok. Et comme il y a un cumulonimbus, il peut y avoir quoi? Des orages, des grosses averses, etc. Voilà. Ça va un peu l'idée? Bon, ben voilà un petit peu l'idée. Donc là, encore une fois, quand j'ai le front froid, pendant le front froid, il y a une baisse rapide de la température. Forcément, le froid arrive. Donc voilà, la température diminue. La pression réaugmente. On va avoir des averses et des orages à cause de notre ennemi juré, le cumulonimbus, qui est là.
la visibilité peut être assez bonne et voilà. Et après le front froid, ben, on a la température qui revient se stabiliser, etc., etc. Voilà un petit peu l'idée, ok. Dernier truc, l'occlusion. L'occlusion, c'est quoi? C'est le moment où le front froid, il a rattrapé le front chaud. Ok, donc le sandwich est fini. Hop, les deux viennent de se rattraper à cet endroit-là. Là. Ok, ils étaient au départ séparés et à cet endroit-là, ils se sont rattrapés. Dans ce cas-là, il se passe quoi? Eh bien, en gros, c'est là où finalement il y avait le front chaud là, il y a une dépression, d'accord? Quand ça vient finir le sandwich, en gros, c'est en train de tout se rééquilibrer. C'est ça un petit peu l'idée. Donc là, ici, t'imagines un peu une fermeture éclair, quoi. On est en train de venir, là, c'est en train de se stabiliser, et plus tu viens vers là, plus ça va avoir... là, c'était plus stabilisé que là, et petit à petit, ça va venir stabiliser tout le reste. Ok. Voilà un petit peu l'idée. D'accord. Il existe des occlusions à caractère froid, c'est-à-dire le front froid qui passe sous le front chaud, ou à caractère chaud, c'est-à-dire que le front froid passe au-dessus du front chaud parce qu'il avait trop d'élan. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est des exceptions, mais voilà, dans l'idée. Voilà un petit peu pour ça. Est-ce que tu as des questions sur tout ça ou ça va? C'est un peu dense. En ligne aussi, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? De toute façon, moi ce que je vous propose, c'est pour ça que j'avance un petit peu. C'est qu'on avance, et après on fera des annales, et on verra ce que vous en avez retenu, et on réexpliquera ce qu'il faut. Parce que... J'ai une question d'ailleurs. Un nuage, ça peut se faire à 80% d'humidité de l'air? Non. Non. Un nuage, il peut se faire qu'à 100% d'humidité relative. Attention, hein, c'est en relatif. C'est est-ce que l'air il s'est saturé ou pas saturé? Voilà. Ok. Et en fait, ce qui se passe pour qu'il y ait un nuage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Imagine. Alors, je vais faire un exemple très moche. Ok. Là, c'est mon air actuel. Oui. Voilà. On va dire que dedans, j'ai... attends, je te laisse écrire, pardon. Alors, je vais faire un schéma de concept. Hein. C'est un vase de 1 litre. Oui. D'accord? Dedans, j'ai une quantité d'eau donnée qui est de 70 centilitres. Ok. Tant que je ne suis pas arrivé à 100%, j'ai pas de nuage. C'est-à-dire que moi, vu de loin, je vois rien. C'est de l'air qui est humide, mais je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe pour que on puisse voir qu'il y a un nuage? C'est quoi? Deux possibilités. Soit il y a quelqu'un qui vient rajouter de l'eau jusqu'à ce que j'ai atteint le 100%, les 1 litre. Soit, deuxième possibilité, je fais quoi? Je baisse Ouais. Quand la température diminue, la taille de ma boîte diminue. Et là, Et quand ma boîte, elle est arrivée là, à ce moment-là, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer que je suis à 100%. Et au moment où je suis à 100%, c'est là où, hop, il y a un nuage. Voilà un petit peu l'idée. Alors, ça, c'est l'idée vue de loin, parce qu'en fait, suivant si je prends un bol de 1 litre, si je prends un bol de 10 millilitres, etc., les phénomènes, on essaye, nous, de faire des interprétations vues d'ici, là, hein, alors qu'en vrai, il faudrait regarder chaque particule quasiment, mais c'est ce qu'on appelle les phénomènes macroscopiques, c'est-à-dire, on regarde dans l'ensemble un peu ce qui se passe. Ouais. dans la zone tropicale, du coup, il y a beaucoup de nuages. Pourquoi? Comme beaucoup d'humidité, je suppose. Et oui, mais comme il fait plus chaud, Ah oui, oui. comme il fait plus chaud, on est dans des plus grandes boîtes. Donc, même s'il y a plus d'humidité, il faut remplir plus la boîte. Voilà. Hein, c'est pas évident parce qu'en fait, il y a les deux phénomènes. Il y a la quantité d'eau, mais il y a aussi la taille de la boîte. Et la taille de la boîte, c'est l'humidité relative. C'est la quantité max d'eau qu'il peut y avoir dans l'air. D'accord. Du coup, c'est quoi qu'il y a dans les intervalles de l'air sec? Alors, il y a de tout en fait. Hein. Si tu prends Guadeloupe, c'est une zone qu'on peut dire à peu de choses près tropicale. Elle est un peu au-dessus, mais dans l'idée, là-bas, l'air est extrêmement humide. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de nuages. C'est que l'air contient beaucoup d'eau, mais la taille de la boîte est très grande. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'eau dans l'air et on le sent hein, quand on respire, mais ça n'arrive jamais à remplir la boîte entièrement parce qu'il fait chaud, il fait très chaud. Par contre, le matin en Guadeloupe, il fait vite froid. Partout du brouillard, partout. Et forcément,
quand il fait froid, la taille de la boîte diminue. Mais comme il y avait déjà beaucoup d'eau dans l'air, mais comme la taille de la boîte diminue, tu vois du brouillard tous les matins. Voilà. Ça va l'idée à peu près? Ça va. Ouais. En ligne, ça va, Christian et Anakin? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ça va? Ok. Bon,